Vous allez entendre 6 simulations complètes de l'expression orale, tâche 3 du TCF Canada. Utilisez cette vidéo pour vous entraîner en conditions réelles, améliorer votre structure et enrichir votre vocabulaire. Prenez des notes et essayez de répondre vous-même avant chaque exemple. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Acheter des aliments produits localement et selon les saisons est-il vraiment bénéfique pour la planète? Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Eh bien, c'est une question très intéressante, parce qu'elle touche à la fois à notre mode de consommation, à l'environnement et à l'économie locale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la nécessité de consommer différemment pour réduire notre impact écologique, et acheter des aliments produits localement et selon les saisons semble être une solution évidente. Personnellement, je pense que oui, c'est une démarche globalement bénéfique pour la planète, mais son efficacité dépend aussi de la manière dont elle est mise en pratique et des réalités économiques de chaque région. D'abord, acheter local et de saison permet de réduire considérablement l'empreinte carbone liée au transport. Les aliments importés parcourent souvent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes, ce qui implique une forte consommation de carburant et donc plus d'émissions de gaz à effet de serre. En privilégiant les produits locaux, on limite ces transports et on favorise des circuits courts. De plus, les fruits et légumes de saison n'ont pas besoin d'être cultivés sous serre chauffée ou d'être conservés longtemps, ce qui réduit aussi la consommation d'énergie. Par exemple, manger des fraises locales en été est beaucoup plus écologique que d'en acheter en hiver quand elles viennent de l'autre bout du monde. Ce type de choix, multiplié par des millions de consommateurs, peut avoir un impact réel sur la réduction de la pollution. Ensuite, acheter localement soutient directement l'économie et les producteurs de sa région. En achetant des produits cultivés ou fabriqués à proximité, on aide les petits agriculteurs à vivre de leur travail, on favorise l'emploi local et on renforce la résilience économique des communautés. Cet aspect social est souvent oublié, mais il fait partie intégrante de la durabilité. Une économie locale dynamique permet aussi de maintenir des paysages agricoles vivants et d'éviter la dépendance aux grandes multinationales agroalimentaires. Par exemple, dans plusieurs régions du Québec, les marchés publics et les coopératives agricoles ont connu une forte croissance ces dernières années, précisément parce que les consommateurs ont pris conscience de l'importance d'encourager la production régionale. Ainsi, consommer local, c'est aussi poser un acte de solidarité. Enfin, manger selon les saisons contribue à une alimentation plus naturelle et plus respectueuse des ressources. Les produits cultivés au bon moment de l'année nécessitent moins d'intrants chimiques et moins d'énergie. Cela favorise la biodiversité et préserve la fertilité des sols. De plus, les aliments de saison sont souvent plus savoureux et plus nutritifs car ils sont récoltés à maturité. Cependant, il faut aussi rester lucide. Dans certains pays, au climat rigoureux comme le Canada, il n'est pas toujours possible de se nourrir exclusivement de produits locaux, surtout en hiver. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'adopter une approche rigide, mais plutôt de tendre vers un équilibre, en adaptant nos choix aux réalités locales et aux besoins nutritionnels. En conclusion, je dirais qu'acheter des aliments produits localement et selon les saisons est effectivement bénéfique pour la planète, mais aussi pour la société et pour notre santé. Cela réduit la pollution, soutient les producteurs et nous reconnecte à la nature et au rythme des saisons. Cependant, cette démarche ne doit pas être vécue comme une obligation morale, mais comme une responsabilité partagée et progressive. Chacun, à son échelle, peut contribuer à ce changement. Au fond, manger local, c'est un geste simple, mais porteur d'un sens profond, celui de respecter à la fois la terre, ceux qui la cultivent et notre propre avenir. Je vais vous proposer un sujet.
Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-il important que chacun puisse faire du télétravail s'il le veut? Eh bien, c'est une question très intéressante, surtout depuis la pandémie qui a profondément changé notre manière de travailler. Le télétravail, autrefois réservé à certaines professions, est devenu une réalité courante pour des millions de personnes. Aujourd'hui, beaucoup se demandent s'il devrait être un droit pour tous ceux qui le souhaitent. À mon avis, oui, il est important que chacun puisse avoir la possibilité de faire du télétravail, mais cette option doit rester flexible et adaptée à la réalité de chaque métier. D'abord, le télétravail représente une véritable avancée en matière de qualité de vie. Pouvoir travailler depuis chez soi permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. On gagne du temps en évitant les trajets quotidiens, on peut s'organiser selon son rythme, et cela réduit le stress lié à la circulation ou aux horaires rigides. Par exemple, un parent qui travaille à distance peut plus facilement s'occuper de ses enfants ou adapter sa journée à ses besoins familiaux. De plus, le télétravail contribue à réduire la pollution liée au transport. C'est donc à la fois un avantage personnel et environnemental. Ensuite, le télétravail peut aussi être bénéfique pour les entreprises. Des études ont montré que de nombreux employés sont plus productifs et plus motivés lorsqu'ils ont la liberté d'organiser leur travail. Cette autonomie renforce la confiance entre employeurs et salariés, ce qui améliore le climat professionnel. Par exemple, plusieurs compagnies au Canada ont adopté un modèle hybride permettant à leurs employés de travailler 2 ou 3 jours à distance. Résultat, moins d'absentéisme et une meilleure satisfaction au travail. Bien sûr, cela suppose une bonne communication et des outils numériques adaptés, mais globalement, les bénéfices sont réels. Enfin, il faut tout de même reconnaître que le télétravail ne convient pas à tous les métiers ni à toutes les personnes. Certaines professions, comme celles dans la santé, la restauration ou la construction, nécessitent une présence physique. De plus, tout le monde n'a pas les mêmes conditions à la maison. Certains manquent d'espace, d'équipement ou même de connexion Internet stable. Sans oublier que le télétravail peut aussi isoler socialement et rendre plus difficile la collaboration. C'est pourquoi il ne devrait pas être une obligation, mais une option accessible à ceux qui le souhaitent et dont le travail le permet. L'idée, c'est d'offrir une vraie liberté de choix, pas d'imposer un modèle unique. En conclusion, je dirais que le télétravail est une évolution positive du monde professionnel, mais qu'il doit rester flexible et équilibré. Il offre plus de liberté, de confort et d'efficacité, tout en respectant les besoins de l'entreprise. L'important, ce n'est pas que tout le monde travaille à distance, mais que chacun ait la possibilité de le faire quand c'est possible. Au fond, permettre à chacun de choisir son mode de travail, c'est aussi une manière de reconnaître la diversité des situations et de construire une société plus humaine et plus moderne. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-ce que on peut être vraiment heureux en étant célibataire? Qu'en pensez-vous? De nos jours, la vision du bonheur a beaucoup évolué. Pendant longtemps, on associait le bonheur à la vie de couple, à la famille et à la stabilité affective. Pourtant, de plus en plus de personnes choisissent volontairement de rester célibataires sans pour autant se sentir seules ou malheureuses. Cela montre bien que le bonheur ne dépend pas uniquement de la présence d'un partenaire. À mon avis, oui, il est tout à fait possible d'être heureux en étant célibataire, mais cela dépend de la manière dont on conçoit sa vie et ses relations aux autres. Avant tout, le célibat peut être une occasion de se connaître soi-même et de construire son équilibre personnel.
Être seul permet de réfléchir à ses envies, à ses valeurs et à ses priorités sans compromis ni concession. Dans une société où tout va très vite, avoir du temps pour soi devient un vrai luxe. On peut consacrer plus d'énergie à ses passions, à ses amis ou à ses projets professionnels. Par exemple, beaucoup de gens profitent de cette période pour voyager, apprendre une nouvelle langue ou créer leur entreprise. Le bonheur dans ce cas vient de la liberté et de l'autonomie. On apprend à s'aimer et à exister pour soi-même avant de le faire pour quelqu'un d'autre. En outre, être célibataire ne signifie pas être isolé. Les relations humaines ne se limitent pas au couple, on peut trouver de la tendresse, du soutien et du partage dans l'amitié, la famille ou même dans la vie communautaire. Avec les réseaux sociaux, les activités collectives ou les associations, il est plus facile que jamais de créer du lien. De plus, certaines personnes se sentent plus heureuses en évitant les tensions et les contraintes que peut parfois impliquer la vie de couple. En d'autres termes, le célibat ne doit pas être perçu comme un manque, mais comme une autre manière de vivre les relations humaines, plus libres et souvent plus authentiques. Cependant, il faut reconnaître que le célibat n'est pas toujours facile à vivre, surtout dans une société qui valorise énormément la vie de couple. Les normes sociales, les films romantiques et même la pression familiale peuvent donner l'impression que la solitude est un échec. Certaines personnes ressentent une forme de vide ou de manque affectif, notamment lorsqu'elles voient leurs amis se marier ou fonder une famille. Mais ce sentiment ne vient pas du célibat lui-même, il vient du regard des autres. D'ailleurs, dans les cultures plus ouvertes à la diversité des modes de vie, les célibataires se sentent moins jugés et plus épanouis. Le bonheur, au fond, dépend davantage de la perception que l'on a de sa situation que de la situation elle-même. En conclusion, je dirais que le bonheur ne se mesure pas à l'état civil, mais à la manière dont on vit sa vie. On peut être profondément malheureux en couple et parfaitement heureux seul. Le célibat n'est ni une étape transitoire ni une fatalité. C'est un choix de vie à part entière qui peut être riche, équilibré et plein de sens. Être heureux, ce n'est pas forcément partager sa vie avec quelqu'un, c'est surtout être en paix avec soi-même. Et si l'amour arrive, tant mieux, mais il ne devrait jamais être une condition pour exister ou s'épanouir. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. À votre avis, est-il encore possible de vivre sans téléphone cellulaire? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle nous oblige à réfléchir à la place qu'occupe la technologie dans notre vie quotidienne. Le téléphone cellulaire est devenu un objet tellement présent qu'on a parfois l'impression qu'il serait impossible de s'en passer. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, les gens vivaient très bien sans, ce qui montre que ce n'est pas une nécessité absolue, mais plutôt une habitude devenue essentielle. À mon avis, il est encore possible de vivre sans téléphone, mais cela dépend beaucoup du mode de vie, du contexte social et des priorités de chacun. D'abord, il faut reconnaître que le téléphone portable est aujourd'hui un outil quasi indispensable dans la société moderne. Il permet de rester en contact avec sa famille, de travailler à distance, de s'informer et même d'effectuer des démarches administratives. Dans beaucoup de domaines, on part du principe que tout le monde en possède un. Les employeurs appellent, les écoles envoient des messages, les banques demandent des confirmations par téléphone. Vivre sans téléphone dans ce contexte devient un vrai défi logistique. Par exemple, un parent qui doit être joignable en cas d'urgence scolaire aurait beaucoup de mal à s'en passer. Le téléphone n'est plus seulement un moyen de communication, c'est un outil d'organisation et de sécurité. Ensuite, le téléphone portable a aussi transformé nos relations sociales et notre rapport au monde.
Il nous permet de rester connectés, de maintenir des liens malgré la distance et de partager des moments importants presque instantanément. Grâce aux réseaux sociaux, aux photos et aux appels vidéo, on peut garder un contact constant avec les proches, même à l'autre bout du monde. Cela a une valeur émotionnelle indéniable. Cependant, cette dépendance à la connexion permanente peut aussi devenir un piège. On finit par passer plus de temps devant un écran qu'à vivre le moment présent. Certains sociologues parlent même d'une fatigue numérique qui touche les jeunes générations. Vivre sans téléphone dans ce sens pourrait aussi être une forme de liberté retrouvée, un moyen de se recentrer sur soi et sur les vraies interactions humaines. Enfin, il reste tout de même possible de vivre sans téléphone, mais cela suppose un mode de vie très particulier. Certaines personnes choisissent volontairement de s'en passer, par choix écologique ou pour réduire leur stress. Par exemple, des écrivains, des artistes ou des retraités décident de couper complètement ce lien technologique pour retrouver du calme et de la concentration. Ils montrent que c'est possible à condition d'avoir un environnement stable et peu dépendant des outils numériques. En revanche, pour la majorité des gens actifs, dans les grandes villes, renoncer à son téléphone serait très compliqué, voire excluant. Ce n'est pas tant une question de volonté que de réalité sociale. Tout est désormais conçu pour passer par le numérique, du travail à la vie quotidienne. En conclusion, je dirais qu'il est encore possible, en théorie, de vivre sans téléphone cellulaire, mais que dans la pratique, cela demande une vraie rupture avec le mode de vie moderne. Le téléphone est devenu une extension de nous-mêmes, un outil de communication, de travail et même d'identité sociale. Renoncer à cet objet, c'est un peu choisir une autre manière de vivre, plus lente, plus indépendante, mais aussi plus isolée. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il faut vivre sans téléphone, mais plutôt d'apprendre à mieux vivre avec, de façon consciente et équilibrée. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. La culture devrait-elle être accessible gratuitement à tous, musées, livres, spectacles, etc. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'importance de la culture dans nos sociétés et de la nécessité qu'elle soit accessible à tous. La culture, qu'il s'agisse des musées, des livres ou des spectacles, ne se limite pas à un simple divertissement. Elle nourrit l'esprit, stimule la créativité et renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. Pourtant, de nombreuses personnes restent exclues pour des raisons financières ou géographiques. Alors, faut-il rendre la culture totalement gratuite ? À mon avis, il est essentiel de la rendre beaucoup plus accessible, mais pas nécessairement de supprimer tous les coûts, car la gratuité totale présente aussi certaines limites pratiques et économiques. Tout d'abord, faciliter l'accès à la culture est avant tout une question d'équité et de développement personnel. Une société qui investit dans la culture construit des citoyens plus curieux, plus ouverts et plus critiques. En rendant les musées, les expositions ou les bibliothèques gratuits, on permet à chacun d'en profiter, peu importe son revenu. Cela favorise la diversité du public et la transmission des connaissances. Par exemple, plusieurs villes européennes ont instauré la gratuité des musées un jour par mois, ce qui a nettement augmenté la fréquentation, notamment parmi les jeunes et les familles. La culture, lorsqu'elle est accessible, devient un véritable moteur d'inclusion sociale et d'émancipation intellectuelle. Cependant, rendre la culture gratuite pour tout le monde pose la question du financement et du maintien de la qualité. Les institutions culturelles dépendent souvent des entrées payantes pour fonctionner, payer les employés, conserver les œuvres, financer les nouvelles expositions. Si tout devient gratuit, il faut compenser ces pertes par des impôts plus élevés ou par des coupes budgétaires ailleurs.
Cela risquerait d'affaiblir le secteur culturel au lieu de le renforcer. Un modèle plus équilibré serait de rendre certaines activités gratuites pour les publics prioritaires, les étudiants, les enfants, les personnes âgées ou à faible revenu, tout en conservant une contribution symbolique pour les autres. De cette façon, on soutient l'accès universel sans compromettre la viabilité économique des institutions. En outre, rendre la culture plus accessible ne suffit pas si l'on ne suscite pas l'intérêt du public. La barrière principale n'est pas toujours financière, mais parfois culturelle ou éducative. Certaines personnes ne fréquentent pas les lieux culturels parce qu'elles ne s'y sentent pas à l'aise ou ne perçoivent pas leur utilité. Il faut donc accompagner la gratuité par des actions de sensibilisation, programmes scolaires, ateliers artistiques, festivals de quartier ou partenariats entre écoles et musées. Par exemple, au Québec, certaines municipalités organisent des semaines de la culture gratuites où les citoyens peuvent découvrir des activités artistiques près de chez eux. Ce genre d'initiative crée un véritable lien entre la population et la culture. En conclusion, je dirais que la culture devrait être aussi accessible que possible, mais que la gratuité totale n'est pas forcément la solution idéale. Ce qui importe, c'est de garantir à chacun les moyens, la curiosité et l'envie d'y participer. La culture est un bien public qui nourrit la société tout entière, mais elle a aussi besoin de soutien et de financement pour exister durablement. Finalement, rendre la culture vivante, c'est trouver un juste équilibre entre ouverture et responsabilité, entre inclusion et préservation de sa valeur. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-ce que déménager à l'étranger avec sa famille est plus facile que de le faire seul? Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle touche à une expérience humaine que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, celle de s'expatrier. Déménager à l'étranger, c'est toujours un grand changement, mais le vivre seul ou en famille, ce n'est pas du tout la même réalité. À mon avis, les deux situations comportent des avantages et des difficultés, mais je dirais que partir avec sa famille peut être plus facile émotionnellement, tout en étant plus complexe sur le plan pratique. D'abord, partir avec sa famille rend souvent l'adaptation émotionnelle plus simple. Lorsqu'on quitte son pays, on laisse derrière soi ses repères, ses amis, sa langue et parfois une partie de son identité. Dans ces moments-là, avoir sa famille à ses côtés représente un soutien énorme. On partage les mêmes difficultés, les mêmes découvertes, et cela crée une forme de solidarité au quotidien. Par exemple, lorsqu'un des membres traverse une période de découragement, les autres peuvent l'aider à garder le moral. Ce soutien affectif joue un rôle essentiel pour éviter la solitude et le choc culturel. En revanche, une personne qui part seule peut ressentir une grande isolement, surtout au début, lorsqu'elle n'a pas encore de réseau social sur place. Dans ce sens, vivre l'expérience en famille permet de préserver un certain équilibre émotionnel et un sentiment de stabilité malgré le changement. Ensuite, déménager à l'étranger avec sa famille facilite aussi l'intégration sociale, surtout quand il y a des enfants. Les enfants s'adaptent souvent plus vite à une nouvelle culture, notamment grâce à l'école. Ils apprennent la langue, se font des amis et, d'une certaine manière, ils ouvrent la porte de la société d'accueil pour le reste de la famille. Les parents, de leur côté, rencontrent d'autres familles à travers les activités scolaires ou communautaires, ce qui crée des liens et favorise une meilleure intégration. Par exemple, beaucoup de familles immigrantes au Canada expliquent que leurs enfants ont été le point de départ de leur propre réseau social. Cela montre que la famille peut être un moteur d'intégration collective.
Cependant, vivre cette aventure à plusieurs rend aussi les choses plus compliquées sur le plan pratique et financier. Il ne s'agit plus seulement de trouver un logement ou un emploi pour une seule personne, mais pour tout un foyer. Il faut parfois gérer le choc culturel différemment pour chaque membre. Un enfant qui a du mal à s'adapter à l'école, un conjoint qui ne trouve pas de travail, ou des différences de rythme d'intégration. De plus, le coût de la vie à l'étranger peut être élevé et les démarches administratives multipliées. Au contraire, partir seul permet souvent plus de liberté et de flexibilité. On s'adapte plus vite, on prend des décisions plus facilement et on peut se concentrer sur sa propre intégration sans devoir gérer celle des autres. En conclusion, je dirais que déménager à l'étranger avec sa famille n'est ni plus facile ni plus difficile. C'est simplement une expérience différente. Sur le plan émotionnel et social, c'est souvent un avantage d'avoir ses proches à ses côtés, car cela donne de la force et du réconfort. Mais sur le plan pratique, c'est un défi plus grand qui demande une organisation solide et beaucoup de patience. Finalement, que l'on parte seul ou en famille, le plus important est d'avoir une réelle motivation, une bonne préparation et une attitude ouverte face à l'inconnu, car c'est cela qui fait la réussite d'une expérience d'immigration. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.